Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut français de Kinshasa, Aldela Gombe, dans le cadre de nos rencontres le jeudi numérique. Aujourd'hui, jeudi 30 mars 2023, nous allons clôturer avec le mois du droit de la femme. Pour aujourd'hui, nous avons invité Marion Zouba. Elle va nous parler de le numérique pour une croissance économique inclusive. Marion, peux-tu nous dire plus par rapport à ça? Bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être venu. Comme on m'a présenté, je m'appelle Marion Zouba. Je suis responsable de communication du Sultani Hotel, journaliste indépendante, maîtresse de cérémonie dans mes temps partiels. Et je suis très intéressée aussi sur tout ce qui concerne le numérique. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Là, on voit deux concepts. On voit le numérique, on voit aussi l'économie. Parce que j'ai remarqué, j'ai fait une étude et j'ai remarqué que depuis que le numérique s'est vraiment imposé dans notre vie quotidienne, il y a eu une certaine croissance économiquement parlant. Il y a beaucoup de jeunes filles qui s'y sont, pas que les jeunes filles, hein, mais tout le monde qui s'y sont intéressées au numérique et aujourd'hui ils gagnent bien leur vie, ils ont pu avoir d'autres jobs, mais là on va y revenir pendant que je serai en train d'expliquer. Mais sinon, nous allons commencer. Notre thème, c'est le numérique pour une croissance économique inclusive. Alors, nous allons commencer par définir la croissance économique. La croissance économique mesure l'augmentation du produit intérieur brut d'une année sur l'autre pendant une période donnée. Dans un pays, la croissance économique se mesure par l'évolution de son produit intérieur brut pendant une certaine période. La richesse produite pendant cette période est donc mesurée par le PIB. Le taux de croissance correspond au taux de variation entre le PIB du début et de la période et le PIB à la fin de la période considérée. Donc pour définir tout simplement la croissance économique, on dirait que la croissance économique, c'est la quantité des produits que vous avez eu, la variation, la quantité des produits que vous avez eu à produire pendant un temps donné. C'est-à-dire que pendant peut-être 3 trimestres ou une année, nous avons produit autant. Alors, à la fin de chaque période de production, vous allez mesurer le taux de cette production du début et à la fin. Et c'est ces statistiques-là qui indiquent, en fait, ce sont les indicateurs qui donnent comment dirais-je, qui donnent les statistiques brefs de la croissance économique. Alors nous allons avancer. Nous allons expliquer la production. Qu'est-ce qui conduit à une telle hausse de la production? Parce qu'on parle de la croissance économique quand il y a production. Quand tu as une productivité, quand tu as une production, c'est là que nous parlerons de la croissance économique. Mais qu'est-ce qui conduit à une hausse de la production? Ce que je vais expliquer. La production est réalisée par deux facteurs de production. C'est le travail et le capital. Quand ces facteurs de production s'accroissent, quand il y a plus de travailleurs ou plus de machines, la production augmente et la croissance accélère automatiquement. Alors l'autre facteur qui permet de produire plus efficacement et d'augmenter les mécanismes de productivité, plus précisément la PJF, la production globale des facteurs, autrement dit d'augmenter l'efficacité du processus de production. En fait, ici, pour avoir une croissance économique, il faut une production. Et la production, c'est défini par deux facteurs, c'est le travail et le capital. Quand il y a le travail, quand il y a le capital, nous avons une hausse de production. Et l'autre facteur qui permet à ce que la production soit efficace, c'est le mécanisme de productivité, l'efficacité qu'il y a à produire quelque chose que vous faites donc dans votre business ou dans une entreprise. L'efficacité de la production est aussi un facteur important qui impacte la croissance économique.
Oui, on continue. Donc là, nous avons un auteur qu'on appelle Robert Solow. C'est un auteur, un père fondateur de la croissance économique. Il a expliqué, c'est un Américain, et il a beaucoup écrit sur la croissance économique. Pour lui, il n'y a pas deux facteurs qui permettent à ce qu'il y ait une croissance économique, mais il y a trois facteurs. Selon son approche, les développements économiques s'expliquent par trois facteurs. Donc, il y a l'augmentation de taux de facteurs principaux, donc le travail et le capital. Et le troisième facteur, c'est le progrès technologique, générateur de gains de productivité. Donc pour lui, ce n'est pas que le travail et le capital qui font en sorte qu'il y a une hausse de productivité. Il y a aussi le progrès technologique. Les progrès technologiques, ça veut tout simplement dire le progrès technique, tout ce qui a trait à l'innovation. Quand on crée des nouvelles machines, par exemple, ça permet à ce qu'on puisse produire encore un peu plus vite, on puisse répondre aux besoins de la population dans un laps de temps. Donc pour lui, la technologie, les progrès techniques fait partie de facteurs principaux de la productivité. Nous avançons. Nous allons parler du numérique et des avancées technologiques. Alors, le numérique, par définition, recouvre à la fois les sciences de l'information et de la communication, l'électronique et la télécommunication. Le périmètre du numérique est donc plus large que celui de l'informatique parce que le numérique représente toutes les applications qui utilisent un langage binaire, qui classe, trie et diffuse des données. Ces termes englobent les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs, ainsi que tous les réseaux qui transportent les données numériques. Nous allons avancer. Alors, j'ai voulu mettre l'accent sur l'éducation numérique parce que pour moi, je pense que actuellement, on a besoin de s'éduquer au numérique. C'est vrai que ici, dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de personnes qui ont des Android, des iPhones. On a le monopole quand même du numérique, mais ce n'est pas le cas à l'intérieur du pays. Parce que la RDC, ce n'est pas que Kinshasa, il y a aussi l'intérieur du pays. Donc, j'ai voulu mettre l'accent sur l'éducation numérique et lancer un appel à toutes les personnes qui ont une influence dans une communauté à encourager les gens à s'intéresser au numérique et à apprendre du numérique. C'est pourquoi je voulais définir le numérique en ce sens. Oui. Qu'entend-on par avancée technologique ? Les avancées technologiques sont les innovations que le monde subit chaque jour dans le numérique. Ces innovations interviennent dans tous les secteurs où les outils technologiques sont utilisés. Les percées technologiques les plus importantes se manifestent dans le domaine où la technologie est vraiment au centre de toutes les activités. Donc les avancées technologiques, c'est tout simplement les innovations que l'on subit chaque jour dans notre vie quotidienne, dans plusieurs secteurs. On peut ou ne pas le connaître si ça ne nous concerne pas directement, mais ce sont des innovations qui sont là chaque jour. Et ça concerne plus les avancées technologiques, vous verrez bien que ça concerne plus le domaine où le numérique est impératif. Donc on ne peut pas travailler sans le numérique. Je donne l'exemple de la NASA, par exemple. La NASA ne peut pas travailler sans le numérique parce que eux, ce sont les vols à l'espace et tout. Donc, ils sont obligés d'avoir le numérique et éventuellement d'avoir des chercheurs qui sont en permanence en train de réfléchir comment remédier à tel souci, à tel problème ou comment performer, donner plus d'intelligence à nos outils. Alors, ce terme fait référence à une technologie qui n'a pas encore été adaptée ou adoptée par de nombreux utilisateurs. C'est vrai que les avancées technologiques nous
les tierces, en tout cas la population utilise par exemple les applications. Quand on lance une nouvelle application, c'est tout le monde qui peut l'utiliser. Mais quand on parle d'une avancée technologique qui est spécialisée dans un domaine, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est privatisé. C'est pas, c'est pas donné et ce sont des avancées technologiques qui sont adaptées à une division quelconque. Je prends l'exemple de la police, par exemple. La police utilise souvent des avancées technologiques comme la cybercriminalité, la cybersécurité. Ce n'est pas nous, les journalistes, ou bien d'autres personnes qui vont les utiliser. Ce sont des personnes qui sont spécifiées dans ça. Donc on trouve plus les avancées technologiques dans ces secteurs. Nous évoluons. Et là, nous sommes en train de chuter. Parce que là, nous allons parler du numérique pour une croissance économique inclusive. C'est quoi la croissance économique inclusive? Nous avons défini la croissance économique, mais nous n'avons pas défini la croissance économique inclusive. Les concepts de la croissance économique inclusive a fait son apparition à la fin des années 2000. Il désigne de manière générale l'idéal selon lequel chacun devrait avoir la possibilité de contribuer à l'augmentation de la prospérité ainsi que d'en bénéficier. Une croissance inclusive est essentielle pour restaurer la confiance du public. En fait, la définition de la croissance inclusive, c'est une croissance collective. C'est une croissance qui implique tout le monde. C'est pourquoi on parle de la croissance économique inclusive. Donc ça touche toutes les classes sociales. C'est un idéal que beaucoup des pays ont compris et mis sur ça parce que ça a un côté égalitaire. Ils veulent rendre tout le monde égaux et ils veulent que les gens puissent se sentir à l'aise. Parce que dans la croissance économique inclusive, il y a aussi ce côté où on laisse l'humain exprimer ses idées dans une entreprise ou là où il travaille ou peu importe. On te laisse exprimer tes idées. On te laisse être au cœur de tes activités. On te laisse aussi apporter une touche, une valeur ajoutée à ce que l'on fait. Ce qui fait que la personne qui ramène ses idées, la personne qui est écoutée, se sent considérée et bénéficie de ce qu'il est en train de donner comme avantage, comme résolution ou suggestion. Donc c'est ça la croissance économique inclusive, c'est de rassembler tout le monde, de faire en sorte que toutes les classes sociales puissent se retrouver. Ce n'est pas que, ici il y a 3 classes sociales, il n'y a que nous qui devons nous retrouver, les autres ils sont un peu perdus. Là, ce n'est pas la croissance économique inclusive. Donc une croissance économique inclusive englobe tout le monde et veille à ce que tout le monde soit libre et puisse s'exprimer comme il le ressent. Alors, la croissance économique est fondée sur l'idée selon laquelle la croissance est importante, mais elle n'est pas suffisante pour générer une augmentation durable de bien-être qui suppose un partage équitable de parts de bénéfices attribués entre individus ou groupes sociaux. Donc là, c'est un peu la croissance économique qui n'est pas inclusive. Ça ne vise que le développement, mais ce développement n'est pas durable ou ne bénéficie pas à tout le monde. Et ça, quand une croissance dans un pays, par exemple, ne tient pas compte des avis des autres ou d'une certaine classe sociale, ça frustre les autres et ça empêche d'autres personnes de s'épanouir. Donc vous verrez qu'il y a une certaine population qui est bien, une autre
de pouvoir donner nos avis. Le numérique est un domaine qui met tout le monde en égalité. C'est la capacité de créer des sites internet, nous avons la capacité d'aller vers des personnes dont on a pu imaginer parler avec telle ou telle personnalité qui permettent à des personnes qui ne connaissent même pas de pouvoir parler, de pouvoir nous exprimer. Donc moi je pense que le numérique propulse, donne vraiment un coup à l'économie inclusive sur les réseaux sociaux, même au niveau des business internes que l'on fait. Vous pouvez avoir une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont connues, qui n'ont même pas de siège physiquement parlant. Ils ont un siège sur le numérique. Alors qu'avant, pour avoir une entreprise, il fallait avoir un siège, il fallait avoir... Avec le numérique, on peut créer des entreprises, générer des bénéfices, on peut faire énormément, faire des rencontres et pouvoir nous nous utilisons les réseaux sociaux ou Internet. Parce que de la même manière, une personne qui a le même âge que moi et qui évolue aux États-Unis, elle a TikTok, moi aussi. Si nous l'utilisons seulement pour, voilà, juste pour le fun ou pour nous amuser, ça nous limite. Donc le numérique, pour moi, impacte positivement la croissance économique inclusive. Et nous allons chuter nous allons conclure hein, carrément. La question que je me suis posée, c'est de savoir comment utiliser le numérique intelligemment pour une croissance inclusive. Alors, croissance, il faut trois aspects selon moi. Il faut d'abord l'apprentissage, ce qui est très important. Il faut apprendre du numérique. Nous avons tous la capacité de pouvoir télécharger, de pouvoir faire des recherches, mais si nous ne pouvons pas apprendre davantage, un peu plus chaque jour sur le numérique, ça nous réduit parce que le numérique n'attend personne. Chaque jour, ça innove, chaque jour, ce sont des nouvelles choses et nous devons nous actualiser. La deuxième chose, c'est d'innover. Après avoir appris quelque chose, il ne faut pas rester sur « Ok, j'ai appris comment mon entreprise ou comment faire des graphiques. » Mais après, qu'est-ce que moi je vais apporter? Est-ce que j'ai besoin de créer une application et de répondre surtout aux besoins de la communauté où tu évolues? Parce que tu ne vas pas te comparer à une personne qui vit peut-être en Asie et toi tu es ici et ils font des choses en répondant à leurs besoins. Parce qu'à chaque contrée, il y a des besoins. Bon, je fais une application pour essayer de commencer à vendre mes braises, faire des livraisons à domicile pour les mamans qui veulent acheter des braises à 1000 francs. Moi, ou à 1500, comment je veux le faire, Donc c'est vraiment pousser ces réflexions un peu plus en avance pour comprendre comment je peux innover et répondre aux besoins de la population. Parce que pour que la croissance inclusive soit inclusive, il faut que ça réponde aux besoins de la population, aux besoins des tierces. C'est pourquoi on parle de ça. Et surtout, le dernier point, c'est la régularité. Il est important d'être régulier. Parce que l'apprentissage, l'expérience, la pratique, c'est ce qui aide à maîtriser ce que l'on fait. Lorsque l'on ne pratique pas, nous perdons de plus en plus des performances.
nos compétences. Donc il y a d'abord l'apprentissage, ensuite l'innovation et la régularité. Après avoir appris, on innove. Après avoir innové, nous allons maintenant être réguliers et performer ce que nous allons faire. Donc c'est vraiment sur ça que je voulais tabler et surtout parce que nous sommes à la fin du mois de mars et c'est de motiver vraiment les femmes à apprendre du numérique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus des hommes qui s'intéressent au numérique et qui s'appliquent très bien par rapport aux femmes, alors qu'ils ont les mêmes outils, ils ont les mêmes dispositions qu'on a données à tout le monde. Alors pourquoi il y a plus des hommes et moins de femmes? Le numérique fait partie de ces concepts, de ces secteurs qui feront les emplois du futur. Si aujourd'hui on le néglige, demain ça va nous rattraper, ça va rattraper la future génération. Alors il est important que les femmes puissent apprendre davantage du numérique, puissent s'intéresser, peu importe ce que tu fais, que tu sois docteur, que tu sois journaliste, que tu sois couturière, peu importe dans le domaine où tu te retrouves ou que tu sois juste une femme ménagère, il est important d'apprendre. Et surtout, avec le numérique, il y a le bon et le mauvais côté aussi. Mettre l'accent sur le mauvais côté pour se protéger, savoir se défendre. Donc moi, je voulais vraiment que nous puissions comprendre cela en ce sens. Parce que les numériques est là, est présent dans notre vie quotidienne. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui, en tout cas, sans communiquer. Ça nous rapproche des personnes qui sont loin de nous. C'est essentiel pour notre travail. Aujourd'hui, même quand tu es malade, tu ne veux pas te déplacer, tu veux travailler à la maison si votre direction le permet. Je crois que beaucoup de directions aussi deviennent assez ouvertes au numérique et permettent à ce que leurs employés puissent travailler de la maison, ce qui est important. Donc, je crois que je vais quitter par là et je vous remercie. Je vous rappelle que c'est un échange. Donc, s'il y a des gens qui sont en habilité d'apporter, d'ajouter quelques éléments importants par rapport à ce que j'ai dit, ils sont carrément libres. Et je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ma petite personne. Merci. Merci Marion pour votre exposé. Donc nous allons maintenant passer aux échanges. Si vous avez un avis ou un point de vue ou une question à poser à Marion, on est là. Une question? Je me présente, moi c'est Fred, je suis étudiant en communication numérique à l'ISIPA. Ma question est la suivante. Le numérique avance bien sûr, mais si nous regardons présentement, beaucoup de gens disent, et c'est vrai, que le numérique est en quelque sorte en train de détruire notre jeunesse, puisqu'on voit que la plupart des gens, ils passent leur temps sur TikTok. Et comme vous êtes jeune, vous savez sûrement tout ce qui se trouve sur TikTok. Moi je dis que c'est vraiment n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Merci. Fred? Fred. D'accord. Alors moi, je ne pense pas que le numérique détruit la jeunesse. Je pense que c'est la jeunesse elle-même qui se détruit par la mauvaise utilisation. Donc il y a une bonne utilisation. Tout ce que nous faisons, il y a le mauvais côté, il y a aussi le bon côté. C'est quitte à nous de comprendre comment nous devons l'utiliser. Si toi, tu as compris que TikTok, ce n'est pas que tout ce que l'on voit, mais il y a aussi un bon côté où on peut se vendre positivement, où on peut innover, où on peut apprendre tout un tas de, surtout en termes de montage. TikTok permet de faire des bons montages et que les autres ne l'ont pas compris. Tu peux être un acteur pour conscientiser les personnes qui sont autour de toi. Ça peut être une ou deux personnes, mais toi, tu commences d'abord par faire ce que tu peux faire autour de toi. Donc le numérique ne détruit pas la jeunesse. C'est la jeunesse qui ne sait pas l'utiliser. C'est pourquoi des cadres comme celui-ci, je remercie M.
d'Andup pour avoir eu l'idée de créer les jeudis numériques. Ce sont des rassemblements de conscientisation. Au-delà du fait que nous parlons du numérique, c'est vraiment aussi pour conscientiser la jeunesse à utiliser le numérique à bon escient pour apporter un avantage, pour apporter un acquis. Comprenez? Donc ce n'est pas le numérique. Le numérique n'a rien à voir. Parce que le numérique, c'est vrai que ça expose tout, ça donne tout. Quand tu entres dans le numérique, moi je me dis, là-bas, il n'y a pas de majeur, il n'y a pas de mineur. Tout le monde est responsable. Quand tu t'apprêtes à ouvrir un compte TikTok, tu dois être responsable de ton compte, de ce que tu divulgues et assumer cela. Il faut assumer ce que tu es. Il faut être vrai dans ce que tu fais. C'est pourquoi on parle du numérique positif et du numérique négatif. Mais beaucoup sont, si tu vois la plupart des jeunes, justement, l'utiliser comme ça, beaucoup ne savent pas. Beaucoup l'utilisent pour effet de mode et beaucoup s'en portent très souvent. Alors que au-delà de l'utiliser comme ça ou de se détruire, parce qu'il y a l'addiction aussi aux réseaux sociaux, vous pouvez l'utiliser pour vous former, pour innover et pour apporter un plus dans votre communauté. Merci. Bonjour, moi c'est Ronald. En fait, le tout premier volet, je voulais répondre aussi à mon frère Brad. C'est Brad le nom. En fait, c'était juste pour dire que les réseaux sociaux, comme tous nous les utilisons, c'est juste un outil. Et chacun est maître de son outil. Tu peux l'utiliser en bien ou en mal. Donc ça dépend de ce que vous faites avec cet outil-là. Là, c'est ce que j'allais compléter comme réponse à votre question. Et ma question, c'était pour savoir le programme du jeudi numérique. Parce que voilà, c'est ma toute première fois d'assister. Je trouvais que c'était intéressant. Et donc, j'aimerais savoir c'est quoi les objectifs visés pour ces programmes. Quelles sont voilà, les perspectives de ces programmes. Parce que je sais qu'à chaque programme, il y a voilà, des objectifs. On fait ces programmes pour atteindre tel ou tel objectif. Alors, pour les jeudis numériques, quels sont ces objectifs? Merci. Merci pour les jeudis numériques mis en place à l'Institut français. C'est un cadre d'échange. Un cadre d'échange sur les questions numériques. Et aussi, c'est un cadre aussi de réflexion sur les questions numériques. Donc, il a choisi un thème et puis on essaye de débattre, de donner des avis de part et d'autre pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons s'approprier justement du numérique qui fait maintenant partie intégrante de notre vie. Voilà un peu les objectifs du génie numérique. Et moi, j'ai parlé également des perspectives parce que je sous-entends que quand il y a un programme, on vise précisément quelque chose de concret. Et déjà, pourquoi? Oui, c'est pour que tout le monde puisse avoir accès au numérique et comprendre les enjeux juste du numérique. Voilà, c'est comme vous avez dit, là, il y a les dangers. On essaye, par rapport à chaque thème, de parler du pour et les contre du numérique et d'essayer de trouver le juste milieu pour orienter un peu les gens comment bien utiliser les outils numériques. Merci. Bonjour, moi c'est Rachel. En fait, j'ai deux questions. La première question, je voulais demander concernant le jeudi numérique. Comment est-ce qu'on a parlé de l'inclusion, on a parlé de l'inclusion. Est-ce que c'est possible que ce programme, est-il possible que ça soit stream, par exemple sur Facebook, ou que les gens qui ne sont pas à Kinshasa, par exemple, les gens qui sont en province peuvent participer comme c'est un débat? Ok, ça c'était la première question. Et la deuxième question, je voulais poser, c'est presque la même question qu'il a posée. Fred a posé dans le cadre de réseaux sociaux. Moi, je voulais poser la même question dans le cadre de l'éducation. Par exemple, c'était au mois de novembre, on a lancé le chat GPT. Avec le chat GPT, c'est un artificial intelligence avec lequel les élèves, on peut même leur dire de faire, comment est-ce qu'on dit, des travaux pratiques. Par exemple, écrivant un texte concernant ton village.
tu écris juste dans ChatGPT, j'ai besoin d'un test de 500 mots. Ça va régénérer, il n'y aura pas de plagiarisme. Ce que je voulais dire, comment est-ce que ça affecte l'éducation? Mais parce que tu as parlé de comment reconduire ça. Et ça, c'est reconduire ça d'une façon positive pour aider ton éducation. Mais à la fin de la journée, comment est-ce qu'on peut essayer de régulariser ça? C'est ça ma question. Merci. Rachel, si je comprends bien, je veux savoir comment on peut intégrer le système d'intelligence artificielle dans notre système éducatif, c'est ça? Non, comment est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce positive ou négative? Comment est-ce que ça affecte? D'accord. Moi, je pense que personnellement, l'intelligence artificielle n'est pas mauvais. D'accord? C'est pas mauvais dans le sens où ça nous permet non seulement aux éducateurs, mais aussi aux enfants d'apprendre un peu plus vite. Parce qu'il n'y a pas que le côté négatif dans l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, avec les enfants, ils sont déjà exposés aux écrans. Il y a d'autres médecins qui conseillent, qui disent que les écrans pour les enfants avant 3 ans, c'est pas important. Donc ils peuvent s'en passer. Mais après 3 ans, il est important que l'enfant s'intéresse déjà aux nouvelles technologies. Parce que si après on veut avoir des jeunes filles qui savent se défendre, parce qu'il y a aussi des menaces, hein, surtout faites aux femmes dans les nouvelles technologies. Si cette petite fille ne sait pas utiliser les nouvelles technologies, elle deviendra jeune fille et femme, elle ne pourra juste pas se défendre correctement. Alors, je dis que c'est positif parce que ça permet un apprentissage un peu plus rapide et régulier. Mais je dis que c'est négatif dans le sens où l'enfant n'a pas le monopole des outils numériques. Normalement, c'est avant ses 12 ans. Hein, l'enfant n'a pas le monopole d'avoir une tablette ou d'avoir un téléphone ou ceci, cela. Mais quand le parent, les éducateurs, parce que même quand tu es maman, tu es papa, tu es éducateur. Pédagogiquement, tu dois aussi respecter certaines normes que la société ou le ministère de l'enseignement donne. Nous sommes tous, nous devons veiller à ce que l'enfant est en train de faire avec le téléphone. Parce que quand nous prenons la responsabilité de l'acheter un téléphone à ses 6 ans, à ses 8 ans, et que nous ne mettons que des jeux qui ne sont pas ludiques, qui ne donnent pas à l'enfant à réfléchir, où on lui laisse entrer dans tous les réseaux sociaux, avoir des applications qui ne sont pas bien pour l'enfant, là c'est un grand risque. Là c'est très négatif parce que l'enfant, déjà les choses négatives ça attire facilement et l'enfant sera addict. Imaginez à 8 ans, à 6 ans, l'enfant a des tablettes. Ce que moi personnellement, ce que je vois, à 8 ans, 6 ans, les enfants ont des tablettes, des téléphones, ok, it's good, mais après comment ils sont en train d'utiliser ici? C'est juste pour faire des photos, c'est juste... Et puis c'est pendant combien d'heures? Parce qu'il y a des heures. Si nous, les grandes personnes, on nous dit qu'il ne faut pas utiliser 24 heures sur 24, avoir ton téléphone sur toi, a bien fait forte raison un enfant. Vous voyez, donc c'est tout un règle, c'est toute des règlements qu'il faut respecter. Si c'est 2 heures de téléphone par 10 heures, on sait qu'on va faire ceci, on va peut-être jouer à un jeu d'alphabet, on va peut-être faire des calculs, on va peut-être faire ceci, cela, on sait qu'on va faire ça. Après les 2 heures, c'est plus important, on prend le téléphone, on prend les tablettes. Donc tout doit être réglementé. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on pourra l'utiliser positivement et que ça aura un impact positif. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au chat GPT, ça fait partie du domaine de l'intelligence artificielle. Et ce qui est vrai, c'est ce qu'on disait toujours à l'époque, l'informatique ou l'ordinateur, c'est quelque chose de super intelligent. C'est ce qu'on nous disait et c'est que beaucoup de gens croient jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais vous dire, peut-être ça va vous surprendre, l'ordinateur, c'est la chose la plus bête du monde. C'est un outil les plus bêtes en tout cas. Il n'obéit qu'à ce que vous lui dites. Donc,
vous faites confiance au chat GPT, c'est vrai, vous donnez. Qui dit que les informations qu'il vous fournit sont vraies? Peut-être ça peut être, oui, c'est vrai, l'ordinateur nous aide pour rentabiliser, nous faciliter la tâche, mais aussi, il y a un autre côté, l'ordinateur actuellement, c'est aussi utiliser le numérique pour les fausses informations. Donc, je pense que ChatGPT, ce n'est pas une bonne chose. Donc, vous avez des informations. Peut-être que sur les 100, 60%, ce sont des fausses informations. Parce que récemment, j'ai vu avec les outils de l'intelligence artificielle, on a fait un montage où en France, on montrait par exemple le président Macron vient de démissionner. Il y avait tout les scénarios qu'on a créés avec l'intelligence artificielle. Or, si vous croyez à ça, vous allez dire, ah voilà, vous partagez l'information. En réalité, c'est une fausse information. Donc, il faut vraiment équilibrer l'usage de ces outils. Bon, par rapport à ça, il y a de temps en temps, comme maintenant là on enregistre et après on fait une diffusion différée sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ok. Bonjour, moi c'est Nabi. Alors j'aimerais commencer par un ou deux points et puis poser ma question. Alors j'ai lu pas plus tard que ce matin un article qui, selon certaines recherches, beaucoup même, dont Elon Musk, qui sont en train de faire, comment je peux dire, des motions pour interdire le développement des intelligences artificielles. Parce qu'ils se disent que c'est un grand danger pour l'avenir. Donc c'est juste pour répondre un peu à cela. Bon, ma question est aussi pour l'histoire des enfants. Moi, ce serait peut-être une proposition, puisque vous avez, comme je viens d'entendre, une chaîne YouTube, une page Facebook. Pourquoi de temps en temps aussi ne pas vulgariser cette catégorisation par rapport à l'utilisation des outils numériques pour les enfants? Parce que la plupart des parents ne le savent pas. La plupart sont, pour certains parents du reste, on les découvre. Et puis parfois, quand on utilise nos téléphones, on a nos enfants à côté, et puis on pointe du doigt et ils sont là. Vous comprenez un peu? Moi, je crois que ça serait peut-être mieux, car tout le monde n'a pas aussi cet esprit des recherches. Mais quand on met à la disposition de tout le monde d'une manière à vulgariser, voilà, tel âge, pour ne pas avoir un téléphone chez un enfant, pendant de telle heure à telle heure, pour un enfant de 5 ans, à rester devant la télé, à rester devant une tablette, ça va beaucoup aider. Et ça va faciliter, ça va aider beaucoup de parents aussi. Alors, ma préoccupation maintenant, c'est par rapport à la croissance économique inclusive, le rôle du numérique, c'est ça? Ok. Je suppose, après ces genres de développement, ce que, perso, je peux attendre de vous, c'est de pouvoir nous montrer quels sont en fait les bons outils numériques pour permettre à un développement ou à une croissance économique. Vous comprenez un peu? Vous aviez dit tout à l'heure là qu'à chaque pays, les progrès technologiques ou numériques répondent aux besoins du pays là. Par rapport à nous, la RDC, avec tout ce que nous connaissons, les crises, les guerres, tout ça, cette inflation qui ne cesse de croître. Alors, quels sont les outils numériques que vous pouvez conseiller, que ce soit à nous qui sommes là? J'ai vu qu'il y a des jeunes entrepreneurs ici, il y a des étudiants, il y a aussi ceux qui travaillent déjà, et pourquoi pas certains membres de gouvernement qui pourront suivre. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à la croissance économique inclusive? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Quel rôle, quel outil numérique qu'on peut proposer? Comment l'utiliser pour aujourd'hui sortir peut-être d'une crise, soit alimentaire, soit économique, tout ça? C'est ça ma préoccupation. Alors, par rapport aux outils ou à un outil numérique que l'on peut utiliser pour répondre aux besoins de notre pays, surtout aux problèmes qui lient notre pays, je pense que nous ne devons pas aller très loin. Nous devons faire avec ce qu'on a déjà avant de chercher
à créer. Ce que nous avons à disposition, c'est que tout Congolais, en tout cas, qui a à sa disposition, c'est d'abord le téléphone. Le téléphone est un grand outil numérique. Avec le téléphone, on a un pouvoir incroyable. Et nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons comme pouvoir parce que tout simplement, nous stagnons, nous arrêtons à l'utiliser juste pour appeler, pour envoyer un message ou pour faire peut-être des vidéos ou être sur les réseaux sociaux. Alors qu'avec le téléphone, surtout si vous avez un téléphone un peu plus intelligent, vous êtes capable de créer même des applications. Quand je parle d'applications, je vois des applications, des alertes, voilà. Par exemple, dans des zones comme Goma, il faut des outils comme ça qui proviennent à chaque fois qu'il y a des M23 qui entrent. Avant qu'ils arrivent dans un village, on sait qu'il y a des gens qui sont déjà entrés. Et on sait comment sécuriser la population. Là, c'est de l'ingéniosité. Il faut un coût budgétaire d'abord que le gouvernement doit mettre à la disposition des ingénieurs, parce que ça, ce sont des personnes qualifiées, des professionnels qui doivent faire ça. Mais là, c'est des gens qui vivent à Goma, par exemple. Mais vous qui êtes ici et qui vous vivez dans votre communauté, sur votre avenue, il faut d'abord penser, avant d'aller au-delà, commencez d'abord par résoudre le problème qui se trouve à votre portée, que vous voyez chaque matin et soir, avant d'aller à Goma. Moi, je pense que c'est ça, parce que très souvent, je n'ai pas dit que c'est pas bien, c'est bien, mais très souvent, nous voyons toujours le problème de l'autre, ce qui se passe de l'autre côté, alors qu'ici, même à Kinshasa, il y a des sérieux problèmes. Il y a déjà des problèmes avec les colons. Il y a des quartiers, il y a des zones où tu ne peux pas rentrer à 22h, 21h, parce qu'il y a des jeunes qui sont là. Ils vont tout te prendre. Ils peuvent même te violer. Et ça, c'est grave. Il y a de la violence à Kinshasa. Mais on ne le ressent pas, on n'en parle pas parce que les médias n'en parlent pas. Et les gens, ça se passe dans une communauté, dans un quartier, ça passe comme ça. Quelqu'un récemment, dans mon quartier, à moi, il a une petite pluie comme ça. Et parce que moi, je suis à Mimosa, donc tout près du fleuve. Donc on a un ruisseau. Et il y avait un éboueur qui passait avec ses matériaux et tout. Et il s'est électrocuté, il est mort sur place. Alors c'était juste une petite pluie comme ça. Alors des problèmes comme ça, moi personnellement, j'ai dit, mais on doit chercher à résoudre ce problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est un éboueur. Demain, ce sera une maman qui vend ses pains. Après, demain, ce sera qui? Vous voyez? Donc le problème, c'est à notre niveau. Et si on avait peut-être des mécanismes numériques, pour répondre à cette question, je pense que l'outil dépend du problème même que vous faites face. Dépend du problème. Bon, en fait, je suis dans l'aspect où nous sommes dans le cadre de la croissance économique inclusive. D'accord? Alors, j'ai bien parlé avec tout ce que nous connaissons comme crise et inflation de part et d'autre. Vous comprenez un peu? Maintenant, dans une rencontre pareille, je me répète, j'ai vu qu'il y a des entrepreneurs ici. Excusez-moi d'être un peu curieux. Quand la liste des présents s'est passée, j'ai vu quand même il y a ceux qui ont écrit comme étant des entrepreneurs autres. Alors, ma préoccupation est qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, d'accord, comme outil qui permettrait à ce qu'à notre niveau, par rapport à ce que chacun de nous fait, apporter une forme de croissance et qu'on nous a parlé du capital et du travail, n'est-ce pas? Vous avez parlé de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme un exemple simple? Aujourd'hui, Facebook est une puissance mondiale, d'accord? Et ça contribue énormément à l'économie américaine. Comprenez un peu? Il y a une personne qui a créé sa création et voilà, on sait ce que ça produit et chez la personne et sur l'État américain. Comprenez un peu? Aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent Facebook pour des ventes en ligne, par exemple. D'accord? Alors, comme ça, par exemple, c'est un outil qui permet à ce qu'il y ait quand même une forme de croissance. Mais maintenant, dans le cadre où il y a beaucoup de problèmes ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que Jeudi numérique, par exemple, avec ces grands thèmes, la croissance économique? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller à nous qui sommes des entrepreneurs ou qui ont une vision d'entrepreneuriat? Comment pouvons-nous aborder le numérique
pour effectivement apporter une croissance personnelle, individuelle sur le plan économique ou communautaire. C'est dans ces cadres-là qu'est ma préoccupation. Merci. J'aimerais bien compléter. Par rapport à ça, quels sont les outils que vous pouvez utiliser déjà avant, en tant qu'entrepreneur? La première des outils, d'abord, si je peux classer ça en termes des outils, c'est d'abord la formation. La formation, il faut, en utilisant le numérique, pour s'informer, pour avoir de l'information, c'est former. Et deux, il y a tout ce qui est, sans pour autant vraiment faire la publicité d'une marque précise, il y a par exemple tout ce qui est mobile money. Tout ce qui est mobile money, aujourd'hui, c'est vraiment un apport considérable pour une croissance économique. Regardez, avant, pour vendre, pour acheter, il fallait se déplacer d'un point à un autre. Donc aujourd'hui, avec ces outils de mobile money, on peut intégrer ça dans nos sites. Par exemple, dans nos sites internet, il y a des entreprises de la FinTech qui proposent ces outils. À part les cartes Visa, aujourd'hui, on peut intégrer aussi nos systèmes de paiement locaux. Il y a par exemple, je cite comme ça, Vodacom, il y a MaxiCash, je cite les exemples comme ça, il y a MaxiCash. C'est un outil que vous pouvez intégrer, vous en tant qu'entrepreneur, dans un domaine. Si par exemple vous faites la vente en ligne, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour avoir vos paiements directement. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'ils vendent en ligne, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste qu'ils font des vitrines. Quand quelqu'un sélectionne un produit, il se déplace pour la livraison et les paiements. Or, les e-commerce, c'est d'abord, vous voyez le produit, vous sélectionnez, vous payez, ensuite on vous livre. Donc avec ça, on peut aujourd'hui intégrer ces outils-là dans nos plateformes de vente pour améliorer notre croissance économique. Donc voilà un peu quelques outils que je peux, sans pour autant faire la publicité de ces marques. C'est passable. Je voulais juste compléter Merci. Bon, je disais que je voulais compléter par rapport à la question de notre frère concernant les outils. À mon humble avis, je pense que le web, ou soit le digital, c'est tout un métier. C'est comme tous les autres métiers que nous connaissons. Je ne sais pas, l'électricité, maçonnerie, tout qu'on sort. Et dans ces métiers-là, nous avons des outils. C'est-à-dire que les outils, on ne les choisit pas juste au hasard comme ça, mais c'est en fonction des tâches que vous voulez résoudre. Donc si on essayait de dire, par exemple, qu'un entrepreneur doit utiliser tel outil ou tel outil, je pense que ce ne serait pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'outils en ligne qu'on ne peut jamais dire à quelqu'un que ouais, voilà, c'est un outil qui vous va directement. Mais c'est sauf que quand on a des besoins, on veut résoudre un problème concret, c'est alors qu'on saura dans ces problèmes quels sont les outils qu'on peut utiliser. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on pouvait répondre. Si, par exemple, à mon humble avis, je pourrais répondre à notre frère, c'est que il faut exposer dans quel domaine vous voulez évoluer. Et c'est dans ces domaines-là, si parmi nous, comme vous avez dit, qu'il y a des entrepreneurs, des gens qui visent à évoluer dans le digital, je pense qu'il pourra toujours avoir des réponses concernant les outils. Par exemple, je ne sais pas quoi. Vous venez même de proposer des outils sur FinTech, tout ce qui est paiement. Je pense que c'est la finalité. Mais pour le développement aussi, il y a beaucoup d'outils web. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire et avec ça, on peut proposer. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un marteau, mais vous n'allez pas chercher à enfoncer le vis par le marteau. Il faut chercher les tournevis. Pendant, avec les marteaux, vous pouvez les faire, mais ça ne sera pas vraiment l'idéal. Mais il faut tournevis pour le faire. C'est un peu dans ces sens-là que je voulais compléter ma réponse. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Robert.
J'ai très bien suivi votre exposé et c'est très intéressant le sujet. J'aimerais commencer d'abord par un avis parce que j'ai entendu dans le public se demander comment est-ce que ce message pourrait se transmettre d'une région à l'autre. Je pense que nous qui sommes là, nous sommes des meilleurs véhicules pour ces genres d'informations. Je ne pense pas que l'Institut français se situe partout en RDC, mais nous au moins on a la possibilité. Je pense que nous appartenons dans un réseau. J'ai entendu qu'il y a des étudiants, sûrement que là où vous étudiez, il y a d'autres étudiants comme vous, avec qui vous pouvez aussi créer ces contenus pour eux, tout comme aussi vous pouvez les faire également sur vos plateformes en ligne. Alors, ma question, ça s'adresse à la dame par rapport vous avez parlé de la croissance économique, c'est ça? Alors, vous ne pensez pas qu'avec l'apport du numérique, c'est encore, c'est un peu très prématuré, dans le sens où, par exemple, sur les plateformes, genre de Facebook, etc., ce sont des plateformes qui, je ne pense pas qu'ils sont sanctionnées. Genre, il n'y a pas des frais, par exemple, il n'y a pas d'obligation pour faire telle action ou telle autre pour votre promotion. Vous ne pensez pas que c'est une question qui est un peu très prématurée pour nous ici en RDC en particulier, dans le sens où, à supposer que les particuliers et toutes les entreprises particulières mitent vers les numériques, vous ne voyez pas que les établissements ne vont plus payer des taxes, ce qui va aussi influencer d'une manière un peu négative à l'économie du pays. Alors, à ce point-là, quel est votre avis et quelles sont les mesures à prendre pendant que nous vivons encore avec? Merci. Je vous en prie. Alors, par rapport à votre question, je dirais que quand on parle des entreprises en ligne, ce sont des entreprises il y a des entreprises qui sont physiques et qui sont aussi en ligne. Il y a des entreprises qui ne sont pas encore physiquement implantées, mais qui sont déjà en train de travailler en ligne. Donc, sachez que quand une entreprise est déjà en ligne ou est déjà physique, ça paye des taxes. Ça c'est sûr. Mais quand une entreprise est aussi en ligne, ça paye aussi des taxes parce que le ministère du numérique est en train de mettre les choses en place pour suivre tout cela. Donc ça ne va pas impacter négativement notre économie. Actuellement, les entreprises en ligne payent les taxes? Non, pas actuellement. Actuellement, ça ne paye pas. Mais après un temps, bien sûr que les entreprises vont commencer à... Parce que déjà, quand vous êtes en ligne, vous êtes en train de payer. Vous êtes en train, à chaque fois, vous êtes en train de booster. À chaque fois, vous devez faire ceci, cela. C'est ça déjà le paiement. Les entreprises en ligne, ça ne veut pas dire que bon, on est là en ligne, on ne fait rien. Non, c'est aussi un investissement. Oui, mais un investissement un peu plus réduit que quand on est en physique. En même temps, vous devez payer pour les publicités, les taxes, etc. Vous avez raison. C'est un peu plus réduit les numériques que lorsqu'on est en physique. Mais c'est ça les avantages du numérique, justement. Ouais. C'est pour ça qu'on invite les gens à s'y intéresser et à apprendre. Parce que vous pouvez faire un pas en avant que si vous devez les faire physiquement. Aujourd'hui, je suis en train de faire le jeudi numérique. Je vais le poster, je veux taguer l'Institut français, je veux taguer tous les organismes que je veux. Ils vont me voir. Justement, je suis en train de faire mon branding. Ils peuvent s'intéresser à ce que je suis, à ce que je fais. Et cela fait que je peux me retrouver dans un milieu que je ne pouvais pas si je ne divulguais pas mes photos ou bien les vidéos que je veux faire. Vous comprenez un peu. C'est comme ça que ça crée une croissance inclusive. Parce que quand moi je ferai ce pas-là que je ferai, si par exemple on me demande d'arriver quelque part, eh ben, ça sera à mon avantage, mais pas que pour moi, mais pour les autres personnes aussi. Parce que si on me met dans des responsabilités où il faut que je puisse avoir des décisions importantes sur des personnes, sur des gens et tout, ça aide. C'est aussi la fierté non seulement pour moi-même, mais pour le jeudi numérique, pour le Congo et tout ce qui va avec. Donc ça commence petit comme ça et puis ça s'agrandit et ça va retomber de toute façon physiquement. Il faut qu'à un moment donné, quand une entreprise a de la notoriété, les gens voudront voir là où vous évoluez. Parce qu'on ne va pas faire, j'ai une entreprise, je vais faire au tout début, ce sont les affiches, les petites vidéos, mais après on veut voir un bureau.
Vous n'allez pas aller louer, aller prendre des tours dans un bureau d'une autre entreprise. Vous devez avoir des appartements où vous allez mettre vos offices. Vous comprenez, tout ça va retomber physiquement et ça va créer une croissance économique. J'ai une question. Par rapport à ce que vous avez dit pour les entreprises qui sont en ligne, tout ça là, c'est vrai, actuellement il y a cette difficulté-là. Mais par exemple, dans des pays comme les pays occidentaux comme la France, Facebook génère de l'argent avec les utilisateurs en Europe par exemple. L'Europe oblige Facebook à payer des taxes parce que leurs utilisateurs, les Européens, utilisent Facebook, qui est une entreprise américaine. Ça donne aussi le cas, ça peut être aussi le cas pour nous, en imposant Facebook, par exemple, voilà, pour les Congolais, tout ce qu'ils font, les stages, tout ça, là, il y a une paye chez Facebook, mais une partie doit être réversée à l'État congolais. En termes de taxes, vous boostez par exemple pour votre page, je prends un exemple comme ça, pour $10 chez Facebook. Mais Facebook doit, par exemple, $3 parce que c'est un Congolais qui a payé. Donc c'est vrai encore, c'est difficile parce que actuellement avec les numériques, c'est comme c'est un peu nous tendons vers un village planétaire. Le site, c'est pour un Congolais, mais c'est hébergé aux États-Unis et lui-même, il habite, je ne sais pas, dans un autre pays, voit un peu cette difficulté-là. Donc à retracer un peu tous les circuits-là économiques. Donc c'est encore un peu difficile, mais je pense que si nous nous mettons, si nous travaillons sur ça, on va y arriver, comme les autres l'ont fait. J'ai une question. On a abordé un sujet très important aujourd'hui qui est la croissance économique. Et dans votre exposé, vous avez défini la croissance économique comme la croissance du produit intérieur brut. Je ne sais pas si on doit considérer aussi le cinéma dans le numérique. Je ne sais pas, est-ce que ça peut être considéré comme numérique aussi? Puisque par exemple le Nigeria, c'est grâce au cinéma que le Nigeria est devenu la première puissance africaine, dépassant l'Afrique du Sud, ça fait déjà quelques années. Donc, grâce au cinéma, le Nigeria est devenu la première puissance économique africaine. Je ne sais pas quel est l'outil que nous, les Congolais, utilisons déjà et qui fait que nous puissions accroître notre production économique. Je ne sais pas s'il y a un outil particulier que nous, les Congolais, nous utilisons déjà et qui fait en sorte que notre croissance économique se développe, augmente. Et puis, est-ce que vous avez, avec le sujet que vous avez exposé aujourd'hui, vous avez le pourcentage de l'apport du numérique dans notre économie déjà? Vous avez le pourcentage de l'apport du numérique dans notre économie? Donc c'est comme ces deux questions-là que je voulais poser. Quel est l'outil que nous, les Congolais, nous utilisons pour renforcer l'économie du pays? Je pense que, numériquement parlant, l'outil que nous utilisons pour renforcer l'économie du pays actuellement, c'est d'abord au niveau de la culture. C'est notre culture, en fait, la culture partout où vous partez. Quand vous parlez d'un Congolais, nous voyons la musique congolaise, pardon. Et je dirais même la rumba. Récemment, nous avons eu, la rumba est reconnue mondialement par l'ONU comme étant un patrimoine, une richesse. Je crois que c'est d'abord la culture congolaise, la musique congolaise qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est utilisé et reconnu. Parce que quand on
désigne la rumba comme un patrimoine mondial, ben, c'est pas que un titre, un trophée. Hein. Il y a aussi des financements qui viennent après. Et aujourd'hui, quand vous êtes un artiste, vous emmenez un bon projet, même ici à l'Institut français, si vous ramenez un projet qui porte, qui pèse, ben, bien évidemment qu'on va vous prêter main forte. Et quand on vous prête main forte, vous contribuez à l'économie de ce que vous faites dans votre secteur. Donc aujourd'hui, la culture je mets l'accent sur ça parce que c'est vraiment ça qui fait que le Congo soit connu aussi par rapport à nos musiciens congolais. À part ça, il y a aussi le football. Aujourd'hui, dans presque tous les clubs, je ne suis pas très sportive, mais je sais que dans presque tous les clubs, on retrouve des Congolais. On retrouve des Congolais qui jouent très bien, qui sont connus. Et ce qui gagne aussi, quand on les appelle à l'équipe nationale, ils ont des taxes aussi qu'ils payent par rapport à ce qu'ils gagnent là-bas. Ils viennent aussi réinvestir ici au pays. Il y a des fondations comme la fondation Bakambu qui vient ici au pays pour aider les jeunes dames, les jeunes filles qui scolarisent énormément de gens. Donc aujourd'hui, ce sont ces deux secteurs-là, mais il y a aussi le patrimoine qu'on a, le patrimoine, pas le patrimoine culturel, mais au niveau de la forestation du Congo. La forêt, aujourd'hui le Congo est le deuxième poumon du monde, je crois. Et c'est l'énergie que nous avons aujourd'hui qui peut alimenter la moitié d'un continent, c'est énorme. On ne l'a peut-être pas encore utilisé, mais je pense que dans les années à venir, on va l'utiliser et économiquement parlant, ça va aider la population à accroître ses revenus. Le pourcentage du numérique dans la production économique. Le pourcentage, non, là, je n'ai pas cette réponse. Par rapport au pourcentage, les statistiques, je n'ai pas fait mes recherches dans ce sens-là. D'accord, merci pour la parole. Je réponds au nom de Joël. Et ce qui m'a vraiment tiqué dans ce thème, c'est la croissance économique inclusive. Et dans votre brillant exposé, vous avez dit que la croissance économique inclusive suppose, je crois, un partage équitable de ressources dans toutes les couches de la population. Et à mon humble avis, je dirais que la croissance économique inclusive est plus tangible, ou bien dire effective dans les pays qui sont développés. Et contrairement à nous, les pays du tiers-monde, on sent que la croissance économique inclusive est vraiment loin de la réalité. Alors, ma question est de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait que malgré, parce que nous, les pays qui sont du tiers-monde, ainsi que les pays développés, nous possédons tous le même outil technologique, les mêmes outils numériques. Et je crois qu'ils ont tout ce que vous avez cité, Facebook, les réseaux sociaux. Et nous aussi, de même, nous pensons de cela. Alors, maintenant, ma question est de savoir qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait en sorte que la croissance économique inclusive n'est pas si effective dans notre pays du tiers-monde, particulièrement la RDC, malgré la possession de mêmes outils numériques. C'est ça ma question. C'est ça. Merci. Et je vais aussi ajouter, quelles sont les mesures qu'on peut faire pour que la croissance économique inclusive devienne palpable dans notre pays. C'est ça. Ok, là vous avez effectivement raison parce qu'elle n'est pas complètement inclusive ici dans notre pays parce qu'il y a encore des injustices sociales. Il y a énormément des injustices, il y a certaines personnes qui méritent des emplois mais qui ne l'ont pas. Il y a certaines personnes qui sont vraiment perdus dans ce qu'ils font parce que ils n'ont pas le revenu qu'il faut. Donc nous n'avons pas une croissance économique inclusive alors que le numérique nous permet de l'avoir. Mais nous ici en RDC, c'est pas le cas. Mais c'est aussi une démarche par rapport aux pays en voie de développement. Tous les pays en voie de développement doivent viser cela. Doivent viser une croissance économique inclusive pour rendre les gens égalitaires.
pour rendre les gens égalitaires et pour aider le monde, surtout la jeunesse, à pouvoir se libérer, à s'imposer et à s'épanouir. Parce que oui, la RDC aujourd'hui, nous avons des talents, nous avons des personnes intelligentes, mais qui ne se retrouvent nullement. Tout simplement parce que les politiques, moi je dis que ce sont les politiques, parce que ce sont eux et les décideurs. Nous ne sommes que des personnes qui subissent les décisions des décideurs. C'est pourquoi quand j'y parle, je demande plutôt à nous, à toi-même d'abord, de te donner cet effort de sortir de cet ancrage-là, de ne pas te laisser emporter par tout ce que les politiques disent. Parce qu'ils disent que bon, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Quand tu es en train de lire, de les écouter, tu es ébloui. Et tu dis que oui, moi j'attends cela, si ça va le faire en tout cas, ça va nous aider. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'ils vont faire dans 2 ou 3 mois ou dans... Non, ils vont peut-être le faire dans 15 ans. Et dans 15 ans, pardon, si tu es comme ça, tu stagnes, tu attends que le politique vienne vers toi réaliser cela, ben, tu vas perdre beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai même parlé au 4e chapitre, j'ai dit que c'était d'abord l'apprentissage. C'est toi-même, yourself, toi-même, tu te dis, moi-même, je vais apprendre. C'est vrai que l'État a dit qu'il va subventionner 50 jeunes, qu'il va leur donner des formations, mais en attendant, je peux me payer ma formation en ligne. Je suis certifiée. Parce que même quand vous allez dans des établissements publics, vous voyez des Congolais qui occupent des grands postes. Ce sont des Congolais qui ont étudié ici, qui ont eu des diplômes, mais qui sont allés encore à l'étranger, rajouter d'autres diplômes. Et quand ils viennent face à une personne qui a fini à l'UCC, à l'UPC, à l'ISTA, à l'ISP, tu ne fais pas le poids. D'abord, notre système donne plus de valeur à ce qui est étranger. Et même quand tu es ici, tu fais tes cours, tu fais des formations online, tu as des certificats, tu es certifié au Canada, South Africa, je ne sais pas moi comment, tu as plus de considération. Vous voyez? Donc je pense que c'est vraiment le problème. Le problème se trouve au niveau des politiques. Donc c'est tout un système que nous n'avons pas le monopole, mais à notre niveau, ce que nous pouvons faire pour avoir au moins la chance d'être un jour occuper des grands postes ou être des femmes ou des hommes décideurs, c'est d'apprendre maintenant. C'est chercher un moyen, par le biais du numérique toujours, de se former et de continuer à se former. C'est comme ça que nous restons compétitifs. Donc, ce que je voulais dire, votre deuxième question m'a échappé, c'était quoi? Ah oui, bon, en fait, c'est apparemment dans votre... Voilà, les démarches. J'ai répondu on dit à ça, voilà, exactement. C'est ça. Donc, si je peux compléter Madame Marion par rapport à ce qu'elle a dit, l'inclusif, les numériques, c'est juste un outil qui nous permet de faire ce que nous faisons tous les jours. Donc, par exemple, il y a la médecine qui existe déjà et on ajoute le numérique pour faciliter un peu la tâche. Donc l'inclusivité et le numérique aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile parce que économiquement parlant, on n'a pas par exemple des bonnes routes pour se déplacer, pour faire des affaires économiques, mais avec le temps, le numérique peut nous aider à avoir cette inclusivité. Avec le temps, ça vient parce que déjà avec le numérique, aujourd'hui, malgré ces difficultés-là que nous avons, on peut par exemple faire des affaires avec quelqu'un qui est loin, sans pour autant vous déplacer. Donc c'est déjà un moyen d'inclusivité. Donc les numériques peuvent nous aider à vraiment, c'est un début, ce n'est pas aujourd'hui. Déjà même avec les numériques, on dit qu'il y a une grande fracture numérique ici au Congo. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès au numérique. Avec le temps, ça viendra. Si nous comparons les années, par exemple, les 2000, le numérique ou l'informatique dans les années 2000, et maintenant là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une nette évolution. Parce qu'à l'époque, 2000,
pour avoir, par exemple, l'accès à l'Internet, il y avait quelques cybercafés dans la ville. Mais maintenant, je peux dire, beaucoup de gens ont l'Internet en poche. Ils se promènent avec l'Internet. C'est déjà un avancé. Donc, ça viendra, ça va arriver. C'est les débuts. Il faut investir, il faut, comme Marion l'a dit, il faut avoir des formations, continuer à s'informer, informer et former. Donc, on va y arriver. J'allais aussi rajouter en disant qu'il y a toujours une évolution. Quand j'étais un peu plus petite, je voyais l'UNICEF qui faisait des campagnes pour envoyer toutes les filles à l'école. Le slogan, c'était ça, toutes les filles à l'école, toutes les filles à l'école, toutes les filles à l'école. Parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait moins de filles qui étaient scolarisées. Là, j'étais petite, je crois que j'avais 12, mais 10 ans après, on a nettement vu que les filles sont allées à l'école. Il y a eu une évolution. Aujourd'hui, je crois qu'on doit changer de slogan. Aujourd'hui, on ne dira plus toutes les filles à l'école, mais toutes les filles compétentes. Parce que les filles vont à l'école. Les filles vont à l'école, les femmes occupent des postes. Aujourd'hui, donc presque même dans le numérique, quand on dit qu'il y a un taux moins élevé des femmes, mais il y a quand même des femmes. Avant, on trouvait 0 femme mathématicienne, 0 femme comme ça, surtout en Afrique et dans au Congo. Donc il y a une évolution. Aujourd'hui, on parle de ça comme ça, mais dans 5, 10 ans, on verra son impact. On verra comment le numérique va renforcer la croissance économique inclusive. Donc il faut du temps aussi à des concepts comme ça, de prendre vie, de s'asseoir et de vraiment se manifester complètement. Il y a encore une intervention? Pardon? Ok, en fait, j'ai répondu aussi par rapport à la question de notre frère pour la croissance économique inclusive du numérique. L'obstacle pour notre pays, je pense que c'est aussi le pouvoir d'achat, si on devait aller droit au but. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un téléphone à vendre, vous le postez sur votre statut WhatsApp, par exemple, vous allez voir, par exemple, il y a 50 vues, il y a 50 ou 100 personnes qui ont vu, qui sont intéressées, mais du fait qu'ils n'ont pas l'argent, donc ils ne peuvent pas vous acheter. Et c'est ça. Et le problème, ce qui est résolu sous d'autres cieux, c'est que, voilà, quand on voit des publicités en ligne sur Facebook ou Instagram, toutes les plateformes de publicité, en fait, les gens, ils ont ce pouvoir d'achat, ils ont cette capacité d'acheter. Et c'est ça le problème des pays du tiers-monde qu'on vient de le dire. Du fait que l'argent n'est pas... Voilà, récemment, j'ai même lu l'article sur la Banque mondiale. Elle disait que, en fait, en Kinshasa, il y a plus de 64% de taux de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a plus de 64% des gens qui vivent en deçà de 2,15 $ de jour. Et ce qui fait qu'avec ces moyens-là, on ne peut pas faire autre chose pour l'économie. Et du genre, pour répondre à la deuxième question, si vous voulez, par exemple, que la croissance économique inclusive ait lieu, il faut créer des emplois. Et nous qui sommes ici, nous sommes jeunes. Si, par exemple, vous êtes là, vous créez un emploi, vous embauchez deux de vos frères, deux de vos potes, ce qui fait qu'il y aura deux personnes de moins dans ce seuil de pauvreté. Et ces gens-là pourront avoir accès, voilà, à un salaire normal et ils pouvaient s'acheter quelque chose. Et c'est tout le monde qui doit participer à ça. Là. Moi, je l'ai fait, mon frère l'a fait, ma soeur l'a fait. Et comme vous l'avez dit, 5 à 10 ans plus tard, les choses vont changer. Donc, c'est un peu ça, mon point de vue aussi par rapport à sa question. Pour compléter, j'aimerais aussi dire, pour l'économique, souvent, on ne regarde pas les besoins. La fois dernière, le jeudi numérique de la fois passée, on a parlé de l'entrepreneuriat. Quand on veut entreprendre, on ne regarde pas forcément, on doit regarder le besoin réel. Beaucoup de gens entreprennent parce qu'il a vu telle personne a fait ça. Et ça a marché pour lui, moi aussi je dois faire ça. Or, ce n'est pas la réalité. Peut-être lui, il a un autre marché. Vous avez un autre marché. Vous, par exemple, vous vendez des véhicules à 4 000 $, 5 000 $ parce que tout autour de vous, vous avez des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent acheter ces véhicules. Moi,
tout autour de moi, je n'ai pas de gens qui ont ces pouvoirs d'achat. Mais je me lance dans ces business-là. Du coup, ça ne marchera pas. C'est ça aussi le problème. Si le pouvoir d'achat est de 2 dollars, alors créer un marché de 2 dollars pour que ces gens-là consomment. Et ça, c'est la formation, c'est que la dame a dit. Il faut se former pour comprendre tout ce que vous dites là. Se former pour comprendre un peu tous ces mécanismes-là. Alors, et le numérique peut nous aider à avoir ces informations. Il y a des tutos sur YouTube, il y a des bons tutos aussi sur TikTok. J'ai vu même, il y avait... moi, personnellement, je utilise par exemple... Je ne savais pas qu'il y avait un compte Gmail pour l'enfant. Je l'ai découvert et je l'ai utilisé. Beaucoup de gens, quand vous utilisez, vous donnez un téléphone à un enfant, vous mettez un compte Gmail normal. Or, avec un compte Gmail, enfant, famille, vous, en tant que parent, vous pouvez contrôler le téléphone ou la tablette de votre enfant. Tout ce qu'il va installer comme application, vous aurez d'abord une notification. Ah, elle va installer ou il va installer telle application. Autorisé ou pas autorisé. Donc, ce sont aussi ces outils-là qui vont nous permettre aussi à avoir des bonnes informations pour utiliser à bon escient ces outils et les moyens numériques. Donc, voilà un peu ce que je pouvais compléter. Il y a encore une préoccupation. Bonjour. Je voudrais poser une petite question. Donc, je suis arrivé un peu en retard. Si je me perds un peu dans mon fil d'idées, je serais vraiment content que vous puissiez un peu me ramener et me recadrer un peu. Alors, ma question se porte sur l'innovation dans le domaine numérique ici en RDC. J'ai quand même un peu constaté qu'il y a un faible taux d'innovation vraiment dans le domaine numérique. Si on observe bien tout ce que nous exploitons comme outil numérique, comme production numérique, ça vient de l'extérieur. Alors que le numérique s'installe de plus en plus ici en RDC. Je pense qu'il y a d'un côté la responsabilité de l'État. Par exemple, le fait que nous remarquons aujourd'hui qu'il y a le ministère du numérique, mais tout est vraiment géré, c'est vraiment la paperasse. On ne sent pas vraiment le côté très électronique et numérique de la gestion des données. Et du côté entrepreneuriat, je pense que vous venez de le dire aussi, beaucoup de gens attendent de recevoir, mais ils ne sont pas vraiment dans l'action. Alors moi, j'aimerais savoir un peu, selon vous qui êtes, je peux dire, des experts en ça, parce que vous nous enseignez là. Alors, vous croyez qu'est-ce qui est à la base de cette manque-là d'innovation dans le domaine numérique ici en RDC? Et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme solution? Voilà. Ici en RDC, je pense que nous sommes à peu près de la même génération. Moi, je l'ai petite, on n'a pas parlé du numérique. Je l'ai découvert en grandissant. C'est déjà le premier fléau, que l'enfant ait grandi sans avoir le monopole de pouvoir utiliser un ordinateur ou tous les outils qui ont trait au numérique. C'est déjà ça un problème. Il a fallu après aller faire des formations dans un cybercafé, comment je peux bien saisir, comment faire des dispositions, parce que moi j'ai fini en secrétariat, donc moi j'ai fini en 2015, mais on faisait de la sténographie et de la dactylographie. En 2015, s'il vous plaît, nous partons pour les examens d'État. Pendant le 4 jours, vous faites quoi? Vous faites de la dactylographie. C'est vrai qu'on avait aussi inséré, quand nous étions en train de sortir, qu'on a inséré 8 heures d'informatique, mais après, on n'a pas fait ça. Mais moi, après, plus jamais j'ai utilisé cette machine de dactylo. J'ai utilisé la machine, après pour les stages, à l'école, à l'université, j'ai utilisé un ordinateur. Mais déjà, le système éducatif, c'est pourquoi je dis toujours que ça revient aux politiques, aux personnes décideurs du pays, d'imposer à la future génération, bien à la jeunesse, le monopole des outils numériques, une inclusion numérique. Parce que quand il n'y a pas d'inclusion numérique, il y a un sérieux problème.
Après-demain, ce sont les mêmes questions qui reviendront. Parce que ce problème-là n'a toujours pas été résolu aujourd'hui. On utilise toujours la dactylographie, alors que ce sont des choses qu'on ne pouvait même plus jamais utiliser. Chaque enfant, si vous faites la commerciale, le secrétariat, des domaines comme ça, où vous êtes devant la machine, où la machine est impérative, vous devez avoir une machine. Les élèves payent les frais scolaires pour ça, pour les écoles qui n'ont pas adopté le système gratuit de scolarité. Donc je crois que le problème, c'est au niveau d'abord des produits. Mais ce n'est pas que, c'est aussi les parents, tous les éducateurs. Je suis aussi éducatrice, c'est pas parce que je parle d'une école, d'une certaine manière, j'influence. Et si mon influence est négative, bien, ça va apporter aussi une négativité sur toutes les personnes qui me suivent, surtout les plus jeunes. Donc, je pense que nous tous, nous sommes acteurs. Nous tous, nous devons nous mettre à l'action. Le problème, c'est posé à un niveau tellement élevé que même les parents n'ont pas pu. Il n'y a que des parents peut-être qui ont été très ouverts d'esprit, qui ont compris que non, je dois acheter l'ordinateur pour mon fils, je dois faire ceci, cela. Mais l'école d'abord n'a pas recommandé cela. Donc c'est partout où les enfants se retrouvent, dans les églises, dans les salles de jeu, partout qu'il faut leur ramener à l'implication, à qu'ils apprennent, qu'ils n'arrêtent pas d'apprendre et qu'ils soient en mesure d'être compétents, parce que les numériques, c'est ça qui fera les futurs emplois. Quand vous n'avez pas le monopole de ça, ça devient pas compliqué. Merci pour compléter par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'innovation. L'innovation dans les numériques, c'est quoi? C'est regarder d'abord autour de toi, tout autour de toi, qu'est-ce que je peux offrir. Je prends un exemple simple, Facebook. Vous savez l'origine de Facebook? Comment est-ce que lui, il a eu cette idée-là de faire Facebook? C'est vrai, c'est un réseau, ça existait déjà, mais qu'est-ce que lui, il a constaté dans l'université, là où il étudiait, Mark Zuckerberg? Ils avaient, chaque étudiant, quand il venait, quand il y a un nouveau inscrit, il mettait sur un mur ta photo et ton nom. Et tu dois écrire une petite pensée. En fait, à partir de là, chaque nouveau étudiant qui arrive, il voit, il y avait telle personne dans mon université, telle personne. Et sur base de ça, il a dit, tiens, pourquoi ne pas connecter tout le monde avec ces concepts ici? Et en utilisant le numérique. Ça, c'est de l'innovation. Souvent, l'innovation, nous, on regarde ce qui est apporté ailleurs. On doit regarder ce qui est tout autour de nous. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons ici, dans nos vécus quotidiens, et qu'est-ce que nous pouvons offrir? Ça, c'est un point. Le deuxième problème par rapport aux applications que vous avez dit à l'innovation congolaise, la difficulté, on ne se croit pas entre nous. Peut-être ça sera difficile, vous, de consommer une application créée par l'ami que d'utiliser une application qui est créée par quelqu'un que tu ne connais même pas. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc je pense que si on regarde qu'est-ce qui est tout autour de nous et croire aussi à l'autre, peut-être aussi l'encourager. Utiliser son application, c'est aussi l'encourager. Et aussi, par rapport au numérique, c'est encore une évolution. Si on voit le progrès numérique, ça a commencé, je peux dire, vraiment une grande évolution à partir des années 2000. 2000, ça fait 20 ans, si je peux dire ainsi. 20 ans, ça sera encore difficile de déboulonner des métiers ou des concepts qui ont duré peut-être 1000 ans, 200 ans, 500 ans. Ça sera difficile. Et ça va aller avec le temps.
Ça va avec le temps. Il y a encore des personnes, je crois par exemple dans les domaines du livre. Il y a des livres numériques. Mais il y a encore des livres en papier qui existent et on continue à les produire. Alors qu'on dit que c'est facile, il y a des gens qui ont des difficultés à lire avec les écrans. Donc ça va continuer. Il y aura encore. La transition sera longue, mais ça va arriver peut-être en 2250, ça va arriver. Parce qu'à l'époque, on utilisait par exemple les tablettes en argile pour écrire. Ça n'existait plus. Donc on utilisait la peau des bêtes pour écrire, mais ça n'existait plus. Il y a eu une évolution, on a abandonné. Ça viendra peut-être dans 500 ans où on aura complètement oublié tout ça. Et avec cette nouvelle génération qui va arriver, on aura complètement les outils numériques qu'on va utiliser. On va oublier les papiers peut-être. Moi, je peux juste essayer de rajouter aussi sur ce que l'ingénieur vient de dire, mais je serais un peu plus sociologique et anthropologique. Déjà pour dire les innovations, il y en a plein. Et même si vous lisez dans l'histoire, les plus grandes innovations et les plus grandes découvertes sont africaines. Et si on fait une petite étude anthropologique, vous verrez que à l'époque, toutes les sociétés étaient organisées. Normalement, les sociétés africaines étaient développées et organisées. Alors, ces concepts de sous-développer ou de développer, c'est un concept, on est en termes de puissance. C'est un concept imposé par des puissances. Et aujourd'hui, même à une certaine époque, même les Africains ont aussi colonisé. À une certaine époque, avec des conquêtes, avec les Sundiata Keïta, l'Amérique était colonisée par des Africains. Vous voyez dans l'histoire des pharaons, les Israélites étaient colonisés, l'Égypte était la grande puissance. Alors, d'où vient ce concept de dire qu'on est sous-développé ou développé? Le numérique s'inscrit dans une logique de mondialisation. Et les gens qui ont plus développé certains outils ou certaines bases qui dirigent aujourd'hui même la logique numérique, ce sont ces gens qui avaient ce pouvoir ou ces puissances de cette époque. C'est ainsi que vous verrez les meilleurs outils, c'est plus anglophone, c'est plus aux États-Unis, c'est plus la Silicon Valley. Et effectivement aussi, c'est eux qui vont décider de cela. Et le média aujourd'hui, c'est un pouvoir. Et avec les médias, on peut arriver à vous faire croire ce qu'il faut, même si ce n'est pas ça la vraie réalité. Et si vous avez ce pouvoir au niveau des médias, aujourd'hui, les innovations africaines ne sont pas des innovations qui sont mises en avant médiatiquement parlant, mais ce sont les autres innovations, ce qui nous fait croire qu'en réalité, nous, on n'a rien comme innovation. Ce qui nous fait croire qu'en réalité, nous, on ne fait rien. Et la logique du numérique doit s'inscrire dans la logique de ceux qui ont créé les outils de base qui nous guident, par exemple, même en termes de publicité aujourd'hui. La plus grande part de marché, c'est détenu par les GAFAM. Vous avez Google, vous avez Facebook. Alors dites-moi, qui est ce Congolais qui viendra sur ces plans-là détourner des outils qui ont déjà été manipulés par des gens qui, derrière, ont une idée de puissance. Alors là où moi je suis, et je m'inscris un peu sur ce que Madame Marion disait, avec le système éducatif, en fait, là, je m'inscris un peu en tant que panafricaniste. Avec le système éducatif, aujourd'hui, on est toujours dans un néocolonialisme. On a eu une indépendance, mais au niveau de l'intellectuel, on nous a bloqués dans ça. On nous fait croire déjà dès les bas âges dans notre éducation que ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de l'extérieur. Le coloriage, moi, je vous donne un exemple juste en passant comme ça. Je suis allé à l'école de ma fille. Elle avait un carnet de coloriage. Et on coloriait des fruits qui ne sont pas des fruits à nous. Ezata tondoloté, ezalidamete, c'était des poires, des pommes. Et après, on nous demande de payer parce que la pratique, c'était quoi? Il devrait voir le fruit. Et c'était quoi la pratique? Vous allez dans un supermarché d'un Indo-Pakistanais pour voir le fruit. J'ai dit, mais il y a un souci. Parce que l'enfant, qu'est-ce que vous apprenez à l'enfant? L'enfant comprend que le fruit, ce n'est pas l'arbre, le fruit, c'est dans le supermarché. Mais si par contre, tu avais donné à l'enfant de colorier des fruits qu'il va trouver ici, mais quand on apprend à l'enfant
que le fruit que tu es en train de colorier, tu dois le trouver dans un supermarché. Ayebikutute, que pomme et où t'as un nzete, mais et où t'as un supermarché. L'enfant vient à la maison, demande à son père, il faut m'acheter le fruit, mais le fruit c'est quoi? Ça s'achète au supermarché. Vous voyez que quelque part, on est en train, nous-mêmes, d'accepter qu'on est bas. Alors qu'à l'époque, toute société est organisée à sa manière. Et aujourd'hui, avec cette inclusivité, on peut le dire ainsi, mais la réalité, elle est à ces niveaux, où le numérique, les bases de numérique ont été installées par ces gens-là, par les Américains. Vous parlez de SEO, vous parlez de publicité digitale, vous parlez de tout ce qui est part du marché aujourd'hui en termes de numérique. Par exemple, pour le moteur de recherche, Google détient au moins 96% de part du marché. Imaginez ça. Bon. Comment allez-vous demander à un Congolais, même s'il veut faire un moteur de recherche, de gagner sur ces terrains-là? Parce qu'il a déjà bloqué. C'est ainsi que tous ces gens maintenant peuvent manipuler au niveau de l'intellectuel, au niveau de l'intelligence, pour nous faire croire que voilà, ces pays sont sous-développés et nous sommes développés. Qui a instauré ces systèmes de sous-développés ou de développement? Qui vous dit que réellement notre coût d'achat, je pense, qui avait parlé de pouvoir d'achat, est à 2%. C'est juste des chiffres, mais qui l'a vérifié réellement? Et pourquoi notre pouvoir d'achat doit être à ces niveaux-là? C'est parce qu'on est dans un conformisme sur un standard de la mondialisation et non sur le standard de nos propres valeurs avec lesquelles on a toujours fonctionné en tant qu'Africains. Moi, je pense que sur un certain niveau, il y a des concepts comme ça qui viennent nous garder dans ces néocolonialismes parce que les superpuissances n'ont pas intérêt à ce que l'Africain se réveille et se dise que oui, là, c'est nous. Ils n'ont pas cet intérêt-là. Donc l'intérêt, c'est de continuellement nous garder à cette position, se dire qu'on est sous-développé, se dire qu'on ne peut rien. Mais bizarrement, on nous appelle pays pauvres. Mais c'est ici que tous ces gens viennent. C'est ici que les Chinois viennent s'enrichir, c'est ici que la Russie vient de s'enrichir, c'est ici que les Français viennent s'enrichir. Mais je ne comprends pas le concept, en fait, de venir là où les gens sont pauvres pour s'enrichir. Donc, quelque part, il y a la mentalité qui doit changer. Comme je l'ai dit, je voulais être un peu... On prend la dernière intervention. S'il faut ajouter à tout ce qui a été dit, non. Enrichir juste, je pense que la base, par exemple, de ces manques d'innovation part d'abord de la formation. Aujourd'hui, la formation qu'on nous donne à l'école, à l'université est en inadéquation, par exemple, avec les compétences demandées au milieu de l'emploi. Ça part de là d'abord. Et aussi, il y a aussi ces problèmes de manque de changement. Le Congolais n'est pas prêt à accepter le changement. On peut installer un ministère des numériques si on n'est pas prêt à accepter, de casser la procédure normale et de passer à d'autres choses. On ne va rien innover, par exemple. Aujourd'hui, qui va accepter de commencer à être... Déjà, le paiement à la banque est difficilement accepté par les agents de l'État. Parce que quand on paye à la banque, les choses sont plus ou moins tracées que quand le paiement s'est fait comme ça en liquide. Donc je pense que ce sont les deux choses qui sont vraiment à la base de ces manques d'innovation, l'éducation et le manque de changement, disons, accepter de changer. C'est ça aussi. Merci pour la parole. C'était juste un petit commentaire pour renchérir un peu ce que l'ami panafricaniste venait de dire. On doit sortir justement de cette programmation. On est programmé, on est très mal programmé. On doit faire comme la Chine. La Chine n'a pas suivi la façon de penser occidentale. La Chine a ses propres processus, elle a ses propres façons de faire les choses. Elle a son propre Internet, elle fait ses choses à sa façon. On doit sortir un peu
on nous dénigre trop, on doit chercher à se déprogrammer, se déconditionner, nous les Africains. On est conditionnés, on est très mal conditionnés, on est très mal programmés. C'est très important ce que le frère a dit, et ça c'est un exercice qui ne sera pas facile. On doit s'y mettre chaque jour, à se déprogrammer par rapport à ce que l'occidental a créé en nous. Bon, je crois que je vais me limiter là. Merci pour le jeudi numérique d'aujourd'hui. Avant de conclure, Marion, est-ce que, comme le titre, le numérique pour une croissance économique inclusive, vous croyez réellement à ça? Bien sûr, totalement. Je crois. On va y arriver. On va y arriver, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais on va y arriver parce que nous devons tous, autant que nous sommes, travailler, utiliser le numérique pour ce but, pour atteindre une croissance économique inclusive, et cela par un seul moyen, c'est d'innover, c'est de créer en répondant aux besoins de notre communauté, aux besoins de Congolais. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie pour m'avoir accueilli. Désolée. C'est mon côté journaliste, donc je suis désolée. Merci de m'avoir accueilli. Et je remercie tout le monde d'être venu. Franchement, je suis trop contente d'être là avec vous. J'ai revu des amis depuis la fac. Franchement, je suis très contente. Merci d'être là. Merci d'être venu. Il y a un petit cocktail qu'on a prévu après. Donc, j'espère que vous n'êtes pas pressés de partir. Et moi, j'aimerais bien vous saluer et vous remercier en personne. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation de jeudi numérique. Le rendez-vous est pris jeudi prochain à la même heure, où cette fois-ci, nous allons parler la radio traditionnelle VS versus radio numérique. Merci et à jeudi prochain. Merci. J'aime trop prendre la parole. Tu es journaliste.